Bien avant que n'éclate la Seconde Guerre mondiale et que l'Europe ne sombre dans la terreur et la destruction, Hermann Göring s'était déjà taillé une place privilégiée au sommet de la hiérarchie nazie, juste dans l'ombre d'Adolf Hitler. Ce n'était pas simplement un politicien, c'était quelque chose de plus dangereux. Un opportuniste sans scrupules, armé d'un pouvoir presque absolu. Décoré comme héros de la Première Guerre mondiale, charismatique dans ses discours et figure médiatique du régime, Göring incarna dès le début le visage visible du Troisième Reich. Il fut le premier commandant des SA, fonda la redoutée Gestapo et gouverna la Prusse d'une main de fer. Depuis son bureau, il donna des ordres qui inaugurèrent les premiers camps de concentration, tandis que dans son manoir s'accumulaient des œuvres d'art volées, des luxes exotiques et des symboles d'une grandeur qu'il croyait éternelle. Il n'agissait pas par fanatisme, mais par calcul. Il sut s'adapter, gravir les échelons, accumuler titres et privilèges, jusqu'à devenir le deuxième homme le plus puissant du régime nazi. Mais son ambition finit par sceller son destin. Lorsque Hitler commença à décliner, Göring tenta de prendre la relève. Et pour cela, il fut accusé de trahison par ses propres camarades. Ce documentaire retrace l'ascension fulgurante et la chute spectaculaire de l'aviateur allemand qui se croyait invincible. Göring entre en scène, de héros de guerre à figure du Reich. À l'automne de 1922, Göring assista en tant que spectateur à une manifestation politique à Munich. Là, il entendit parler pour la première fois Adolf Hitler. Ce ne fut pas un discours ordinaire. Les paroles de Hitler sur le traité de Versailles et la nécessité d'une réponse énergique coïncidaient avec la pensée de Göring lui-même. Cette rencontre fut décisive. Après l'intervention, il s'approcha du leader du Parti national-socialiste des travailleurs allemands et lui offrit sa collaboration totale, convaincu qu'il partageait un même objectif: démanteler ce qui avait été imposé par les puissances victorieuses. À cette époque, Hitler avait déjà formé les Sturmabteilung, mieux connus sous le nom de SA, une force paramilitaire destinée à la fois à protéger ses réunions et à perturber celles de ses adversaires. Peu de temps après, Göring fut invité à rejoindre le parti et reçut la mission de réorganiser cette milice. Son prestige en tant qu'ancien commandant de l'escadron Richthofen donnait à Hitler un avantage stratégique, tandis que, pour Göring, cela signifiait passer de la vie civile au cœur d'un mouvement qui promettait de changer le destin de l'Allemagne. Bien qu'il ait d'abord maintenu un profil discret, il commença immédiatement à exercer une influence au sein du parti. Il se concentra sur la transformation des sociétés anonymes en une structure disciplinée et loyale. Il recruta parmi les jeunes ouvriers prêts à sacrifier leur temps et leur énergie. En quelques mois, cette force, auparavant chaotique, comptait 11 000 membres et répondait avec fidélité à la fois à Göring et à Hitler. Au cours de cette période, Göring noua des liens étroits avec des figures clés de l'entourage national-socialiste comme Rudolf Hess, Ernst Röhm et Alfred Rosenberg. Sa maison à Obermenzing, partagée avec son épouse Karin, devint un lieu habituel de réunion du parti. Là, on discutait des stratégies, on consolidait des alliances et on esquissait des plans d'action. Karin, profondément convaincue par le leadership de Hitler, accompagnait son mari même lors des événements publics du mouvement. En 1923, la crise économique, l'inflation galopante et la décomposition politique de la République de Weimar poussèrent le parti à accélérer ses manœuvres. Göring collabora activement aux tentatives de Hitler pour attirer des secteurs de l'armée bavaroise. En novembre, alors que Karin était encore convalescente, il reçut l'ordre de mobiliser les SA pour ce qui serait la tentative de coup d'État à la brasserie Burgerbräukeller. Là, aux côtés de Hitler et Hess, il occupa la scène pendant que le leader du parti exigeait un soutien armé pour renverser le gouvernement. La tentative de coup d'État avait commencé. Après avoir fait irruption dans la brasserie Burgerbräukeller, Hitler monta sur la scène. Devant des centaines de spectateurs et aux côtés de ses collaborateurs les plus proches, il annonça que la révolution nationale était en marche. Dehors, des hommes armés contrôlaient déjà le bâtiment. Personne ne pouvait sortir. Göring, vêtu d'un manteau de cuir et arborant sa décoration de guerre autour du cou, assuma un rôle clé: sécuriser l'opération, maintenir le contrôle de la salle et apaiser les esprits.
Depuis l'estrade, il tenta de calmer la foule avec une phrase cynique. Il n'y avait aucune raison de se plaindre, la bière continuait de couler. Cette nuit-là, convaincu que le coup pouvait réussir, Göring laissa des instructions pour son épouse Karine. Il demanda à un collaborateur de l'appeler et lui remit une lettre à envoyer par courrier. Puis, alors que le groupe avançait vers le centre de Munich, il prit des précautions. Il ordonna de prendre des otages, parmi lesquels plusieurs fonctionnaires locaux, dans l'espoir que leur présence offrirait un avantage en cas d'affrontement. Au cours de la marche, il tenta de négocier avec la police. Il s'avança en tête du groupe, salua l'officier responsable et avertit que, s'ils étaient attaqués, les otages seraient en danger. Mais les coups de feu ne tardèrent pas à retentir. Au milieu du chaos, Göring fut blessé par un tir à laine. Grièvement atteint, il fut retiré de la rue et conduit dans une maison à proximité où Karine et sa sœur prirent soin de lui jusqu'à la tombée de la nuit. Plus tard, il fut transféré clandestinement dans une clinique privée. Dans une lettre à sa mère, Karine décrivit la gravité de la blessure, infection, fièvre constante et une jambe reliée à des tubes pour drainer le pus. Malgré sa promesse à la police de ne pas fuir, Göring fut exfiltré du pays en voiture et franchit la frontière avec de faux documents. L'ancien héros de guerre entamait désormais une période sombre. Exilé en Suède, Göring sombra dans une forte dépendance à la morphine, ce qui entraîna une grave détérioration de son état. Ses beaux-parents furent choqués par son apparence. Finalement, il fut diagnostiqué comme toxicomane dangereux. Le 1er septembre 1925, il fut interné au sanatorium de Langbro, où un médecin suédois le décrivit comme instable, impulsif et émotionnellement imprévisible. Grièvement blessé et exilé, il traversa une longue période de convalescence en Suède. Mais dès qu'il le put, il retourna en Allemagne. Il voyagea seul, car Karine resta en arrière, malade et nécessitant des soins. De retour à Munich, il chercha à renouer avec Hitler, qui tentait alors de réorganiser le parti avec une nouvelle approche, conquérir le pouvoir par des moyens légaux. Cependant, les circonstances avaient changé. Son ancien poste à la tête des SA avait été attribué à un autre homme, et Hitler, à ce moment-là, n'était pas disposé à le remplacer par un officier sans ressources. Il lui conseilla donc de retourner à Berlin, de trouver une stabilité économique et de rester proche du mouvement. Pendant l'hiver, Göring parvint à s'établir comme intermédiaire dans l'industrie aéronautique. Cependant, son ambition politique restait intacte. En 1928, déterminé à regagner une place de premier plan, il pressa Hitler pour obtenir un poste plus visible. Finalement, il fut accepté comme candidat national-socialiste au Reichstag. Son élection comme député, aux côtés de Joseph Goebbels, marqua son retour officiel sur la scène politique. Contrairement à son collègue, Göring se montra véritablement enthousiaste à l'idée de ce poste, convaincu de son rôle de représentant du peuple. Installé à Berlin, il adopta un profil social actif. Sa maison accueillait des figures de la haute société, des industriels et des alliés politiques. Karine, bien qu'affaiblie, décrivait l'atmosphère avec un mélange d'étonnement et d'épuisement. Certains le surnommèrent le nazi de salon, tandis que d'autres le considéraient comme le lien entre Hitler et les élites. Au Parlement, il commença à se démarquer. Ses interventions défendèrent des intérêts stratégiques, comme le développement de l'aviation allemande, tout en attaquant les effets du plan Dawes sur l'économie nationale. Pendant ce temps, le parti progressait. Les élections de 1930 donnèrent au NSDAP une avancée notable. Le message était clair. Il luttait contre le système en place, mais il le ferait de l'intérieur. Tout au long de cette ascension, Karine l'accompagna chaque fois que sa santé le permettait. Cependant, le rythme incessant des voyages et des événements publics l'épuisa progressivement. Au cours de l'un de ses déplacements, elle perdit connaissance. En reprenant ses esprits, elle ne put prononcer qu'une phrase empreinte de résignation. À l'ombre du pouvoir, Gestapo et contrôle total. Au milieu de l'ascension croissante du parti, Göring consolidait sa présence en tant que figure clé à Berlin. Réélu président du Reichstag en décembre 1932, il utilisa sa position non pas pour renforcer l'institution, mais pour la discréditer publiquement. Il avertissait sans détour que son existence serait brève, anticipant les changements qui se tramaient déjà en coulisses. Alors que Hitler faisait face à des divisions internes, Göring agissait comme négociateur en son nom.
Dans les semaines précédant la prise du pouvoir, il maintint un contact constant avec des acteurs politiques clés, de von Papen aux hauts fonctionnaires de l'État. Des menaces croisées marquaient la tension interne. Hitler alla jusqu'à insinuer qu'il se suiciderait s'il perdait le contrôle du parti, et Göring, plus direct, promit d'écraser ceux qui s'aligneraient avec Otto Strasser. En janvier 1933, les dirigeants du NSDAP se réunirent à Lippe pour capitaliser sur une élection régionale symbolique. Göring arrive à l'aube, rejoignant l'équipe de propagande dirigée par Goebbels. Parallèlement, les contacts de haut niveau se poursuivaient. Le 22, une rencontre confidentielle eut lieu entre Hitler, Göring et Frick avec des émissaires du président Hindenburg. Cette réunion chez von Ribbentrop fut un tournant décisif. Le lendemain, Göring revint de Dresde, où il avait publiquement rejeté l'idée d'intégrer le gouvernement existant. Immédiatement, aux côtés de Hitler, il proposa une formule de gouvernement, Frick comme ministre de l'Intérieur du Reich et lui-même comme titulaire de l'Intérieur en Prusse. Quelques jours plus tard, il fit irruption dans une réunion privée pour annoncer la décision finale. Hitler serait nommé chancelier. Pendant des mois, il avait opéré comme intermédiaire constant entre le parti et le pouvoir. Le matin du 30 janvier, ce fut lui qui sortit le premier à la rencontre de la foule, proclamant la nouvelle. Pour lui, ce moment n'était pas seulement une victoire politique, il le décrivit comme l'accomplissement d'une volonté supérieure. Quelques heures après la nomination de Hitler comme chancelier, Göring organisa une réception dans sa résidence officielle. La presse étrangère fut convoquée dans l'après-midi du 30 janvier dans une atmosphère marquée par l'euphorie du nouveau régime. Alors que des chants de victoire résonnaient dans les rues, dans les salons du palais, Göring souriait aux journalistes, tentant d'adoucir la tension par des gestes de courtoisie. Cependant, le changement d'atmosphère était déjà évident, même pour ceux qui ne partageaient pas l'enthousiasme du nouveau pouvoir. Ce même jour, depuis le micro du Reich, Göring s'adressa au pays. Il proclama le début d'une nouvelle ère, louant le maréchal Hindenburg et exaltant Hitler comme guide de la nation. Il promit du pain, du travail et de la grandeur pour le peuple allemand, assurant que les souffrances des 14 dernières années étaient révolues. Mais derrière le discours public, les priorités étaient claires. Comme il le déclarerait des années plus tard à Nuremberg, la prise du pouvoir ne serait pas mise en péril par des processus parlementaires ou des majorités instables. Il fallait la sécuriser par tous les moyens. Pour Göring, le succès justifiait toutes les mesures. Si la révolution triomphait, disait-il, alors elle n'était plus illégale, elle devenait la nouvelle légalité. En tant que ministre de l'Intérieur en Prusse, il adopta un ton intransigeant. Le 17 février, il ordonna à la police d'agir sans hésitation contre toute forme de résistance, assurant que ceux qui tireraient dans l'exercice de leurs fonctions bénéficieraient de son soutien total. À Dortmund, il alla plus loin. Il affirma que chaque projectile tiré par la police était, en essence, le sien. Quiconque désobéissait ou hésitait serait écarté. Dans ce contexte, il créa de sa propre initiative la Gestapo. Selon lui, c'était l'outil indispensable pour éliminer la menace communiste. Il la dirigea avec Rudolf Diels et justifia ouvertement tant la brutalité que l'établissement des premiers camps de concentration où furent enfermés des milliers d'opposants. Les excès initiaux, admit-il, étaient inévitables, mais nécessaires selon sa logique de restauration nationale. Dès la proclamation de Hitler comme chancelier, Göring se révéla un opérateur décisif pour consolider le nouvel ordre. Alors que les institutions traditionnelles tentaient encore de s'adapter, Göring agissait avec rapidité. L'incendie du Reichstag, survenu le 27 février 1933, devint immédiatement une arme politique. Bien qu'il ait nié avoir planifié l'événement, qualifiant même d'absurde l'idée qu'il avait besoin d'un tel incident pour justifier des mesures répressives, la vérité est que l'urgence fut exploitée sans délai. Des années plus tard, Göring plaisanta en disant que certains l'imaginaient observant l'incendie du Reichstag avec plaisir, comme Néron l'avait fait lors de l'incendie de Rome. Au-delà des accusations, il soutint que l'attentat ne correspondait pas à ses plans initiaux, mais l'obligea à ajuster sa stratégie. Il assuma, selon ses propres mots, le rôle d'un commandant contraint de modifier son offensive face à un mouvement imprévu de l'adversaire. Les mesures contre les communistes commencèrent immédiatement. Il ordonna des arrestations massives, impulsa des procès et proposa l'exécution immédiate du principal suspect, Marinus van der Lubbe, bien qu'il décida de le retenir dans l'espoir d'obtenir davantage de noms.
Pour lui, il n'y avait aucun doute. Les coupables devaient être trouvés et punis, sans contrainte légale. Il déclara ouvertement qu'il ne s'arrêterait pas pour des considérations judiciaires. Son objectif était d'éliminer, non de délibérer. Le Reichsmarschall justifia la création de camps de détention comme une mesure préventive. Il affirma ignorer combien de temps dureraient les internements, ni combien serait nécessaire, mais considérait inévitable d'isoler les ennemis de l'État. Il admit qu'il y eut des abus durant les premiers mois, malgré ses ordres de les éviter, mais les relativisa comme des effets collatéraux. En tant que chef de la police politique et de la police secrète, son pouvoir s'accrut rapidement. Cependant, à la demande de Hitler, il accepta de transférer l'autorité policière à Heinrich Himmler. Ce fut une cession stratégique visant à permettre une structure centralisée opérant dans tout le Reich. Simultanément, Reinhard Heydrich prit en charge la direction opérationnelle de la Gestapo, consolidant son rôle au sein de l'appareil répressif nazi. Parallèlement à la consolidation de l'appareil répressif du nouveau régime, Göring transformait également sa vie personnelle et son image publique. Après plusieurs années de veuvage, il rencontra en 1932 l'actrice Emmy Sonnemann lors d'une représentation théâtrale à Weimar où elle l'impressionna. Peu après, en tant que président du Reichstag, il lui écrivit une note brève et directe depuis son nouveau bureau. « Je t'aime ». Bien qu'il entamât une nouvelle relation, il ne cessa jamais de rendre hommage à Karin, sa première épouse. Il maintint le contact avec sa famille et conserva son souvenir comme une partie centrale de son identité. Durant cette période, Göring renforça son pouvoir depuis Berlin. Il fit construire une résidence officielle à côté du siège de la Gestapo, installée dans l'ancien musée du folklore. De là, Rudolf Diels exécutait les opérations de la police secrète sous la structure initialement conçue par Göring lui-même. Mais l'ascension politique ne fut pas sa seule occupation. Il commença à se projeter comme une figure au style princier, accumulant propriétés, œuvres d'art et symboles de statut. Dans la région de Schorfheide, il choisit une vaste zone boisée où il fit construire Karinhal, une demeure qu'il baptisa en l'honneur de Karin. C'était une propriété réservée presque exclusivement à son usage. Avec un mélange de chasse impériale, de luxe privé et de galeries d'art, il transforma cet endroit en un reflet de son caractère, grandiloquent, théâtral, obsédé par l'image. Il y recevait ses invités avec des mises en scène soigneusement orchestrées. Parfois, il arrivait en voiture de sport, vêtu de bottes hautes et un couteau de chasse à la ceinture. Lors des visites de la propriété, il mettait souvent en avant la crypte funéraire construite pour Karin, un mausolée qu'il considérait comme son legs personnel. Il montrait avec fierté les fleurs et le message dédié « À ma seule Karin ». Pour Göring, le culte de son épouse défunte était inséparable de son image de figure dominante du nouveau Reich. Mais tandis que Göring cultivait son image d'homme d'État et de mécène, il restait guidé par des impulsions désordonnées et une énergie volatile. Il était capable de lancer des projets avec enthousiasme, mais fuyait les détails ou le suivi rigoureux. Son ambition démesurée cohabitait avec une gestion improvisée du pouvoir. Dans ce contexte, sa crainte d'Ernst Röhm influença des décisions clés. L'influence de Röhm au sein des SA, qui comptait désormais des millions de membres, commençait à gêner à la fois l'armée régulière et les secteurs conservateurs. Göring, conscient du danger, s'allia avec Himmler, chef des SS, et confia la direction opérationnelle de la police politique à Rudolf Diels. Bien que Hitler tolérât l'entourage de Röhm, même face à des accusations graves d'abus de pouvoir, la tension monta rapidement. Le 1er avril, Göring accepta de céder le contrôle total de la police à Himmler. Dès lors, l'appareil répressif était entre les mains des SS. Quand Hitler décida finalement d'intervenir, Göring agit sans retenue. Alors que le leader s'absentait de Munich, il insistait pour procéder sans délai ni procès. Pendant les jours de la purge, il ordonna des exécutions sans procédure. Dans le siège où étaient rassemblés les arrêtés, on l'entendait crier les noms et exiger « Fusillez-le ». L'opération toucha des figures historiques du mouvement comme Gustav von Kahr, brutalement assassiné et jeté dans un marais. D'autres, comme Schleicher et Strasser, furent exécutés après avoir figuré sur la liste que Hitler révisa personnellement, tandis que Göring et Himmler attendaient en silence. Le nombre réel de victimes ne put jamais être établi avec certitude. La purge marqua une nouvelle étape, la terreur comme instrument de gouvernement, avec Göring comme l'un de ses principaux exécutants. Le second du Führer,
ambition, richesse et pouvoir absolu. Après la purge de 1934, Göring émergea comme l'une des figures les plus puissantes du régime. Au cours de ses premières années de domination absolue, son caractère se forgea définitivement. Il abandonna pour de bon le profil de l'agitateur démuni et de l'entrepreneur opportuniste pour devenir un homme entouré d'assistants, avec un accès illimité à la richesse, aux privilèges et au pouvoir. Mais cette transformation le rendit également plus vulnérable. Il avait désormais trop à perdre. Dès lors, il subordonna entièrement sa volonté à celle d'Hitler. Il devint son exécuteur le plus efficace, son porte-parole le plus visible et son représentant officieux auprès des gouvernements étrangers. « Si le Führer le dit, alors 2 et 2 font 5, déclarait-il sans ironie. Cette obéissance était compensée par des gestes de plus en plus ostentatoires d'autocélébration et par un traitement erratique envers son propre entourage. Sur le plan idéologique, son antisémitisme était pragmatique. Il ne découlait pas d'une conviction personnelle, mais d'un alignement sur la ligne officielle du parti. Dans des cas comme celui d'Erhard Milch, il subordonna même la pureté raciale à la convenance. Il permit son ascension au ministère de l'Air en exigeant une déclaration le dissociant formellement de son père juif. Göring résumait son critère par une phrase tranchante « C'est moi qui décide qui est juif ». Avec l'Église, il adopta une posture ambiguë. Bien qu'il ne fût pas dévot, il encourageait les cérémonies traditionnelles et prétendait établir des limites claires. Les prêtres pouvaient parler, mais uniquement à l'intérieur des temples. En tant que Premier ministre prussien, il intervint directement dans l'organisation ecclésiastique, imposant une surveillance civile et s'arrogeant le rôle de plus haute autorité religieuse de l'État. En 1935, il épousa Amy Sonman lors d'une cérémonie chargée de symbolisme. Après la réception, il emmena ses invités à Karinhal, où il se retira un moment pour prier auprès du cercueil de sa première épouse. Pendant ce temps, ses fêtes à Berlin et son rôle de diplomate informel consolidaient son image comme le visage raffiné du régime face à l'Europe. Consolidé comme figure de proue du régime après la purge, Göring entra dans une phase d'expansion personnelle et politique sans précédent. Son mariage avec Amy fut suivi d'une longue tournée en Europe de l'Est, présentée comme une lune de miel, mais conçue à des fins diplomatiques. Entre mai et juin 1935, il visite Budapest, Sofia, Dubrovnik et Belgrade. Dans chaque capitale, il fut reçu par des chefs d'État, dans une opération soigneusement orchestrée pour contrer les pactes signés entre la France, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. Quelques mois plus tard, lorsque Hitler ordonna l'occupation de la Rhénanie, Göring reconnut en privé la tension du moment. Mais une fois qu'il fut clair que ni la France ni le Royaume-Uni ne répondraient par la force, il prit l'initiative propagandiste. Il dissout le Reichstag et parcourut l'Allemagne pour défendre publiquement la politique étrangère du Führer comme visionnaire et audacieuse. En avril 1936, Hitler lui confia le contrôle du commerce extérieur et des matières premières. Il accepta le poste avec enthousiasme. C'était une nouvelle voie pour élargir son autorité. Cette même année, lors du congrès du parti à Nuremberg, son nomination officielle comme commissaire du plan quadriennal fut annoncée. À partir d'octobre, il disposait d'une autorité directe sur les ministères, les agences et les organismes, avec la capacité de promulguer des décrets et d'intervenir même au plus haut niveau de l'État. Depuis ce poste, il proclama que l'Allemagne ne dépendrait plus des intérêts étrangers. Il déclara une croisade économique contre les spéculateurs et les accapareurs, affirmant que toute l'économie devait être subordonnée aux besoins de l'État. Il rejetait publiquement les lois économiques traditionnelles et admettait sans réserve son manque d'expérience en gestion ou en agriculture. « Je n'ai jamais dirigé d'entreprise ni cultivé autre chose que quelques pots de fleurs sur mon balcon. » Cet été-là, à la demande directe de Franco, il soutint, aux côtés de Hitler, l'envoi d'hommes et de matériel pour la guerre civile espagnole. Ainsi naquit la Légion Condor. En 1937, il renforça son profil international par des rencontres avec Mussolini, des tentatives infructueuses d'assister au couronnement de George VI à Londres et une visite en Pologne où il promit, sans réelle intention, de respecter ses frontières. Avec le contrôle économique entre ses mains, Göring renforça également son rôle d'ambassadeur informel du régime. Aux yeux de l'ambassadeur britannique Sir Neville Henderson, il était le hiérarque nazi le plus accessible. Il le décrivait comme un personnage rude, mais doté d'un certain charme.
Il admirait des figures historiques comme Francis Drake et critiquait les Britanniques pour être devenus, selon lui, trop civilisés. Pour Henderson, son approche directe contrastait avec le fanatisme d'autres dirigeants, bien qu'en cas de guerre, il ne doutait pas de sa dureté. Malgré sa vanité dans les aspects superficiels, Göring avait tendance à minimiser son propre mérite dans l'essentiel, répétant que tout provenait de Hitler. Cependant, en diplomatie, il joua un rôle décisif. En novembre 1937, il reçut Lord Halifax à Carin Hall. Vêtu comme un chasseur théâtral, avec une dague à la ceinture et un costume de cuir vert, il insista sur le fait que l'Allemagne ne cherchait pas à résoudre ses tensions par la violence. Il affirma que l'avenir de la paix en Europe dépendait davantage de l'Angleterre que du Reich. Quelques semaines plus tard, il participa à la réunion secrète du 5 novembre aux côtés de Hitler, Blomberg, Neurath et des hauts responsables militaires. Là, la stratégie d'expansion territoriale fut définie, ainsi que le calendrier pour atteindre la capacité militaire maximale avant 1943. Göring, en tant qu'architecte du plan quadriennal, était au centre de cette machine. Cette même année, il rompit définitivement avec Hjalmar Schacht. Dans une longue lettre, le banquier critiqua sa politique de crédit sans garantie, sa gestion chaotique des ressources et les dommages causés à l'économie interne. Göring réagit avec dédain. En prenant la tête du ministère de l'économie, il téléphona à Schacht et lui dit « Je suis assis sur ton fauteuil ». Il ne se reverrait que 8 ans plus tard, partageant le banc des accusés à Nuremberg. Après la rupture avec Schacht et le renforcement de son contrôle économique, Göring retrouva un rôle central dans les manœuvres de pouvoir interne. Au début de l'année 1938, une crise éclata au sommet de la hiérarchie militaire. L'épouse du maréchal Blomberg s'avéra avoir des antécédents judiciaires pour prostitution et avait posé pour des photographies compromettantes. Ce fut le chef de la police de Berlin qui transmit l'information à Keitel, et ce dernier, sans tarder, s'adressa à Göring. Ce dernier s'assura que le scandale parvienne directement à Hitler, qui destitua immédiatement le ministre et le retira du commandement suprême. Pour empêcher le général Fritsch de prendre la tête de l'armée, Himmler et la Gestapo présentèrent un autre dossier, cette fois avec des accusations d'homosexualité. Le 26 janvier, Hitler confronta Fritsch avec les preuves lors d'une réunion où Göring était également présent. Bien qu'il restât silencieux, Göring espérait que le contrôle des forces armées lui serait attribué. Mais le 4 février, Hitler dissout le cabinet pour la dernière fois et se proclama lui-même commandant en chef. Göring n'obtint pas le poste, mais conserva son influence. Malgré cela, il saisit l'occasion pour se présenter comme modéré. Il fit pression sur le principal témoin de l'accusation contre Fritsch, obtenant qu'il admette avoir été intimidé par la Gestapo. Ce geste, bien que tardif, contribua partiellement à réhabiliter l'image du général. Un mois plus tard, il fut l'acteur principal d'une autre opération décisive, l'annexion de l'Autriche. Depuis Berlin, il dirigea l'action par téléphone. Dans l'après-midi et la soirée du 11 mars, il tint plus de 20 appels avec des fonctionnaires autrichiens, dictant des ordres d'un ton impérieux. Il exigea la démission du chancelier Schuschnigg, la nomination de Seyss-Inquart comme successeur et la création immédiate d'un cabinet favorable au Parti national-socialiste. À la fin des appels, l'Autriche était déjà allemande. La mesure suivante fut décisive. Göring dicta chaque étape du processus d'annexion. Depuis Berlin, il ordonna qu'avant 19h30, un cabinet entièrement national-socialiste soit formé et que le parti, avec toutes ses organisations, y compris en uniforme, soit légalisé. Lorsque le président Miklas hésita, Göring menaça d'une invasion immédiate. S'il n'obéissait pas, l'Autriche cesserait d'exister cette nuit-là. Il exigea un contrôle total et avertit que toute résistance serait punie par des tribunaux militaires. Pour justifier l'entrée des troupes, il ordonna la rédaction d'un télégramme falsifié signé par Seyss-Inquart. Pendant ce temps, il rassurait les diplomates et mentait à la Tchécoslovaquie en affirmant qu'il n'y avait aucune menace. Après ce succès, il déclara que c'était le plus grand tour jamais réalisé et se félicita d'avoir dupé les puissances étrangères. Immédiatement après, il intensifia sa présence politique sur tous les fronts. Il déclara que Vienne devait redevenir une ville allemande, clé pour les intérêts du Reich à l'Est. Tout en rassurant les diplomates sur le fait que l'Allemagne ne menaçait pas la Tchécoslovaquie, il avertissait que toute pression contre le Reich serait contrée par une résistance totale.
En privé, il affirmait que Hitler était émotionnellement impliqué dans la situation, car il s'agissait de sa terre natale. Parallèlement à ses manœuvres diplomatiques, Göring encourageait l'expansion de l'antisémitisme en Autriche et en Allemagne. Il insistait pour que le commerce passe aux mains aryennes, par un processus légal mais inflexible. Il prétendait que les suicides de juifs étaient inévitables et qu'il ne mettrait pas un policier derrière chacun d'eux. Il rejetait les manifestations spontanées, comme les pogroms, car selon lui, elles nuisaient davantage au régime qu'aux victimes. Sa stratégie visait une exclusion systématique. Il proposa de faire pression par des mesures graduelles pour inciter les Juifs à quitter le pays de leur propre initiative. Dans un commentaire privé, il affirma qu'il suffirait de leur réserver un compartiment dans un train et que, s'il manquait de place, ils seraient expulsés sans besoin de loi formelle. Il imposa également des sanctions économiques collectives. Il ordonna que les paiements pour les dommages des pogroms ne soient pas versés aux victimes, mais au ministère des Finances. Il alla jusqu'à regretter que tant de propriétés aient été détruites au lieu d'avoir tué plus de personnes. Avant la fin de l'année 1938, il déclara que Vienne devait être vidée de sa population juive. En janvier 1939, il soutint des lois interdisant aux Juifs d'exploiter des commerces. Il reconnaissait que cela conduirait à la création de ghettos dans de nombreuses villes, mais il considérait cela comme une conséquence inévitable du processus. Pour lui, tout devait être appliqué comme une punition exemplaire. Mais ses propres ambitions mettèrent son pouvoir en péril. La nuit du pogrom de novembre 1938 le plaça dans une position inconfortable. Il condamna publiquement les faits, mais en privé, il commenta qu'il ne lirait plus son nom à des actes de cette nature. Certains diplomates, comme Hassel, regrettèrent qu'il n'ait pas profité de l'occasion pour rompre avec Hitler. Bien qu'il ait assuré qu'il brûlerait son uniforme honorifique des SS et que même son épouse l'avait réprimandé, il refusa de sanctionner les responsables avec une phrase révélatrice. « Voulez-vous punir le Führer ?» Peu après, il signa l'ordre créant le Bureau central pour l'émigration juive sous la direction de Heydrich. Avec cette signature, il autorisa le lancement officiel d'une stratégie d'expulsion massive déguisée en légalité qui évoluerait bientôt vers des objectifs plus radicaux. En tant que chef du plan quadriennal, son style de travail montrait de plus en plus de déséquilibre. Il avait une agilité pour saisir l'essentiel, mais laissait les détails à ses subordonnés. Il notait des idées dans un carnet avec un crayon exagérément grand, dictait des ordres sans filtre et envoyait des télégrammes au milieu des réunions, souvent incompréhensibles. Il préférait placer des amis à des postes clés plutôt que des techniciens qualifiés. Lorsqu'on lui fit remarquer que son collaborateur Körner était incapable de comprendre les industriels, il répondit « C'est mon ami et je ne laisserai pas qu'on parle mal de lui ». Albert Speer, qui le connaissait de près, le décrivit comme brillant mais dispersé, avec des idées dépassant sa capacité à les mettre en œuvre. En 1938, il montrait encore de l'énergie, mais sa gestion commençait déjà à refléter plus de défauts que de résultats. Malgré cela, il agit de son propre chef en établissant des contacts avec Londres, sans consulter Ribbentrop, ce qui provoqua de nouvelles tensions au sein du cercle du pouvoir. En octobre 1938, Göring tenta de se rapprocher de la France. Il déclara qu'avec des dirigeants comme Daladier, il était encore possible de négocier, et chercha à établir un canal direct avec l'ambassadeur Coulondre, proposant de contourner les filtres de Ribbentrop. Il eut également des entretiens avec l'ambassadeur polonais Lipski, où il nota ses préoccupations concernant la Carpato-Ukraine et la possibilité d'une révolte communiste dans la région. En novembre, il rencontra Ciano à Vienne. Vêtu d'un costume voyant et paré d'ornements ostentatoires, il apparut à son interlocuteur comme une caricature de gangster. Il attaqua verbalement les Hongrois et critiqua le roi Boris de Bulgarie pour avoir cherché une union avec la Yougoslavie. Parallèlement, il gérait des contacts secrets avec Londres, ce qui provoqua des tensions au sein de l'appareil diplomatique du Reich. Au début de l'année 1939, sa santé commença à se détériorer. Il passait plus de temps à Karinhall et Rominten, s'éloignant de la première ligne des décisions. En février, il confia à Henderson qu'il était épuisé et avait perdu du poids. Il exprima sa crainte d'un éventuel changement de gouvernement au Royaume-Uni qui placerait Churchill au pouvoir. Selon lui, il préférerait dépenser pour l'architecture et le bien-être social plutôt que pour le réarmement. Cependant, lorsque Hitler décida d'envahir le reste de la Tchécoslovaquie en mars,
Göring participa directement à la pression exercée sur le président Hácha. Il le menaça de bombarder Prague et appela d'urgence le médecin de Hitler lorsque le vieil homme s'effondra. Plus tard, il reconnut que tout s'était fait à son insu et qu'il n'avait jamais mis les pieds à Prague. Peu après, il subit une humiliation personnelle. Il vit Ribbentrop recevoir la décoration italienne qu'il estimait méritée. En mai, déjà sans influence, il fut convoqué par Hitler à une réunion secrète avec les hauts gradés pour exposer les plans de guerre. Il n'y eut pas de questions, seulement des ordres. En l'été 1939, Göring tenta de regagner un rôle politique par un canal informel. Birger Dalerus, un homme d'affaires suédois avec des liens solides au Royaume-Uni. Malgré ses engagements constants à Karinhall, Göring consacra plus d'1 heure à écouter ses impressions sur les tensions avec Londres. Il lui confia que, selon lui, les Britanniques ne faisaient que feindre la fermeté pour freiner le développement allemand et qu'ils ne souhaitaient pas la guerre. Immédiatement après, il organisa une réunion secrète à Sönke-Nissen-Kug, où il offrit des garanties solennelles que l'Allemagne n'avait pas l'intention d'encercler la Pologne et que résoudre la question de Danzig n'impliquerait pas de nouvelles exigences territoriales. Pour lui, cette médiation était une opportunité pour affaiblir la position de Ribbentrop et regagner de l'influence auprès de Hitler en se posant comme défenseur de la négociation. Bien que déjà doté d'une autorité réelle limitée, il continuait d'essayer de modérer. Il confia à Dalerus que sa politique d'entente avec Varsovie avait échoué et que le problème n'était pas Danzig, mais l'alliance polonaise avec Londres. Lorsque Hitler fit l'éloge de la Luftwaffe, Göring soumit, rit nerveusement et marqua d'un trait grossier sur une carte les régions que l'Allemagne prétendait occuper. En privé, Dalerus se sentit déçu par son attitude révérencieuse envers Hitler. Malgré tout, Göring nourrissait encore des espoirs. Le 29 août, il lui serra la main avec enthousiasme et annonça que la paix était assurée. Mais après l'ultimatum allemand, il accusa les Britanniques et défendit avec véhémence la position du Reich. En aparté, il admit à voix basse qu'il craignait pour la sécurité de Dalerus lui-même et mentionna sans détour Ribbentrop comme le véritable danger. Le 31 août, avec désespoir, il accepta d'assumer la responsabilité d'un dernier appel à l'ambassade britannique. Malgré tout, il précipitait la fin de la conversation, nerveux, comme s'il savait que rien ne pouvait plus arrêter ce qui s'annonçait. Le stratège de l'air, guerre, échec et décision clé. Lorsque le conflit avec la Pologne atteignit son paroxysme, Göring tentait encore d'éviter une guerre totale. En privé, il affirmait être le seul parmi les hauts gradés à ne pas la souhaiter. Selon sa sœur Olga, il l'enlaça en larmes, déplorant que tous voulaient se battre sauf lui. Par l'intermédiaire de Hassel, il tenta d'influencer Henderson pour forcer un dialogue, tout en insistant pour que Varsovie envoie immédiatement des négociateurs. Le 31 août, il recevait encore Dalerus, tout en organisant le transfert de ses collections d'art au cas où Berlin serait bombardé. Lorsqu'on lui remit un télégramme intercepté entre l'ambassade polonaise et Varsovie, il le lut avec fureur, convaincu qu'il n'y avait plus d'intention de négocier. Il copia le texte de sa main et l'envoya aux Britanniques comme preuve. Avec Henderson, il tenta encore de se montrer humain. Il déclara qu'il détesterait bombarder l'Angleterre, mais que si l'ambassadeur mourait, il promettait de lancer une couronne de fleurs depuis le ciel. La scène devint grotesque lorsqu'il organisa une dernière rencontre entre Dalerus et Hitler, ce dernier se comportant de manière incontrôlée devant eux. Même Göring, embarrassé, détourna le regard. Le 1er septembre, déjà sans influence réelle, il admit que la Luftwaffe était en pleine offensive sur la Pologne. Il se justifia en accusant tant les Britanniques que les Polonais. À peine 2 jours plus tard, il reçut avec surprise l'ultimatum de Londres. Incapable de réagir, il se contenta d'attribuer toute la responsabilité à Chamberlain. Déjà nommé successeur officiel de Hitler, son pouvoir semblait intact, mais ce même jour, le Führer l'ignora totalement. Göring, désorienté, murmura à Schmidt une phrase qui résumait tout. « Si nous perdons cette guerre, que Dieu ait pitié de nous. » Au déclenchement de la guerre, Göring concentra ses efforts pour démontrer la supériorité aérienne allemande. L'invasion de la Pologne devint le premier véritable test du modèle qu'il avait promu, une attaque aérienne massive suivie d'une avancée rapide au sol. Tandis que les divisions motorisées traversaient le pays,
Les bombardiers de la Luftwaffe, dirigés par Richthofen, détruisaient aérodromes, troupes et villes. Varsovie fut ravagée avec la même technique appliquée auparavant à Guernica, et les images du désastre furent exploitées pour produire un film de propagande intitulé « Le baptême du feu ». Ce succès initial renforça la conviction de Göring et Hitler que la guerre moderne se gagnerait depuis le ciel. La rapidité de la campagne leur confirma leur pari sur les bombardiers à court rayon d'action et les attaques éclairs. Cependant, dès avant le conflit, le développement d'avions lourds avait été écarté, ce qui placerait plus tard l'Allemagne en net désavantage face aux puissances alliées. La Luftwaffe manquait non seulement d'autonomie stratégique, mais restait subordonnée à l'armée. Sa structure avait été façonnée par des officiers dépourvus d'une vision conjointe entre air et terre. De plus, les décisions de Göring ne répondèrent pas aux besoins militaires réels, mais à son propre orgueil. Dès que les premières difficultés apparurent, les commandants qu'il avait lui-même promus entrèrent en conflit avec ses ordres. Durant les premiers mois, il insistait sur le fait que sa force aérienne pouvait tout résoudre. Il refusa de soutenir la marine dans l'attaque des convois britanniques et limita les bombardements à l'ouest sur ordre de Hitler. Sa phrase favorite, répétée dans les usines et à la radio, était « Laissez cela à ma Luftwaffe ». En septembre, il menaçait de représailles si la France ou le Royaume-Uni osaient répondre. À ce moment-là, il croyait avoir gagné la guerre. Göring continua de soutenir la stratégie éclair avec un rôle central pour la Luftwaffe. Lors de la campagne de Norvège, son aviation joua un rôle clé dans l'avancée, bien que la résistance scandinave, soutenue par les forces britanniques et françaises, se maintint pendant des semaines. Malgré les pertes navales, les attaques aériennes permirent de consolider le contrôle allemand dans la région. En mai 1940, l'offensive à l'ouest débuta. Sous le nom d'Opération Jaune, les troupes allemandes traversèrent les Pays-Bas et la Belgique. En quelques semaines, l'Allemagne contrôlait une grande partie du continent. La chute de Rotterdam inclut des bombardements massifs par les Stuka, alors même que la reddition de la ville était déjà en discussion. Göring s'assura de présenter ces faits comme une preuve de l'invincibilité de sa force aérienne. Il affirmait avec assurance que la guerre se terminerait bientôt. Mais son intervention personnelle à Dunkerque marqua le début d'une erreur stratégique. Il convainquit Hitler d'arrêter les blindés et de confier l'anéantissement des Alliés en retraite exclusivement aux attaques aériennes. La raison, plus que tactique, était une question d'orgueil. Göring voulait que son aviation remporte la bataille sans aide terrestre. Cependant, le résultat fut un échec. Les conditions météorologiques limitèrent les opérations aériennes et la Royal Air Force opposa une résistance inattendue. Pendant l'évacuation nocturne, les chasseurs allemands ne volèrent même pas. Dans son journal, le général Halder attribua directement la responsabilité aux décisions imposées d'en haut. Malgré tout, Göring chercha à transformer ce revers en victoire symbolique. Il visita Dunkerque après le retrait allié et organisa une tournée parmi les débris abandonnés, les présentant comme un trophée de guerre. Pour lui, la solution restait la même. Bombarder d'abord, toujours depuis les airs. Après le retrait de Dunkerque, Göring promit à nouveau une victoire depuis le ciel. Le 11 juillet, il ordonna de détruire à la fois l'industrie d'armement britannique et la RAF avant le début de l'invasion. Selon ses calculs, les défenses du Sud tomberaient en 4 jours et l'aviation ennemie ne résisterait pas plus d'1 mois. Début août, l'offensive aérienne fut lancée avec des attaques sur les ports et les aérodromes. Le 15 de ce mois, plus de 1000 sorties de bombardiers et de chasseurs furent effectuées. La bataille d'Angleterre avait commencé, mais le climat et la résistance britannique déjouèrent les attentes. Le 7 septembre, après une petite attaque sur Berlin, Hitler autorisa des représailles sur Londres. Göring observa le début du Blitz depuis une colline à Cap Blanc-Nez et s'adressa au pays au sujet du coup direct porté au cœur de l'ennemi. Plus de 600 bombardiers et autant de chasseurs traversèrent la Manche en une seule journée. Malgré la pression, la RAF tint bon. Les chasseurs Spitfire se révélèrent supérieurs aux Stuka comme aux Messerschmitt. Les pertes de bombardiers s'accumulèrent et Göring, insatisfait, ordonna de passer au bombardement nocturne. C'était une admission tacite de l'échec.
Le 17 septembre, Hitler reporta indéfiniment l'opération Lion de mer. Pour Göring, ce fut un coup amer. L'annulation de l'invasion confirmait que sa Luftwaffe n'avait pas atteint l'objectif. Malgré cela, il força la conversion d'une partie des chasseurs en bombardiers légers, ce qui généra du mécontentement parmi ses propres pilotes. Sa réponse fut de les blâmer pour ne pas avoir suffisamment protégé les formations. En octobre, cependant, il loua publiquement sa force aérienne. Il affirma que ses attaques implacables sur Londres avaient semé la peur parmi les dirigeants britanniques. En réalité, l'offensive aérienne allemande avait atteint ses limites. L'échec aérien au-dessus du Royaume-Uni poussa Göring à concentrer son attention sur d'autres fronts. Le 31 juillet 1941, il signa un ordre adressé à Heydrich qui marquait un point de non-retour. Il devait coordonner la soi-disant « solution finale » dans tous les territoires sous contrôle du Reich. Il lui exigea un plan général avec les mesures administratives et logistiques nécessaires pour la mettre en œuvre. À partir de ce moment, l'extermination massive des Juifs devint une politique centrale du régime, officiellement soutenue depuis les plus hautes sphères. Il n'y a aucun doute que Göring était au courant des massacres. Le 6 août 1942, il présida une réunion où le commissaire du Reich à l'Est parla ouvertement de dizaines de milliers d'assassinats en Biélorussie. Göring n'émit ni objection ni surprise. Cette même année, il supervisa des mesures visant à tirer le maximum de profit économique des territoires occupés. En novembre, il ordonna d'utiliser sans pitié les prisonniers soviétiques et la population civile comme main-d'œuvre. À cette époque, l'Allemagne contrôlait des millions de captifs, près de 2 millions travaillaient déjà dans les usines de l'effort de guerre. Sa vision du conflit incluait une dimension brutalement darwiniste. Dans une déclaration privée, il affirma que des dizaines de millions de personnes mourraient de faim en Russie et que ce sort ne le préoccupait pas. S'il fallait survivre, dit-il, ce seraient d'abord les Allemands et leurs alliés. De plus, il formalisa l'utilisation forcée de travailleurs étrangers. Au début de l'année 1942, il autorisa Sauckel à organiser la déportation systématique de main-d'œuvre. Il abolit ses propres bureaux de personnel et lui accorda une autorité directe pour recruter par tous les moyens nécessaires. Lors d'une conférence, il fut explicite. La souffrance des populations occupées n'importait pas. Son seul objectif, déclara-t-il sans détour, était d'extraire toutes les ressources utiles pour le peuple allemand, comme un limier sur une piste. Pendant ce temps, sur le front de l'Est, tout commençait à s'effondrer. La débâcle de Stalingrad marqua le point le plus critique de la perte de pouvoir de Göring. Lorsque la 6e armée fut encerclée par l'armée rouge, il tenta de regagner la faveur de Hitler avec une promesse téméraire, approvisionner les troupes assiégées par voie aérienne. Il assura que la Luftwaffe livrerait quotidiennement des centaines de tonnes de ravitaillement, malgré les conditions extrêmes de l'hiver russe et la précarité de ses moyens. L'opération échoua lamentablement et le général Paulus se rendit le 2 février 1943. La défaite fut catastrophique, avec des conséquences internes immédiates. Peu après, Hitler déchargea sa fureur. Selon Goebbels, il le confronta sans retenue, et la critique fut si sévère que même Bodenschatz, l'un de ses hommes de confiance, en fut informé. À ce moment-là, Göring se trouvait à Rome, absent à un moment clé. Sa proximité avec le Führer, qui avait été solide jusqu'en 1941, commença à s'éroder rapidement. À la perte de pouvoir s'ajoutait une image personnelle de plus en plus grotesque. Dans sa résidence, il apparaissait vêtu de tuniques orientales, ornées de bijoux ostentatoires et portant un poignard doré comme partie intégrante de sa tenue quotidienne. Loin de l'image du commandant, il était désormais un personnage excentrique et décadent. À Nuremberg, il reconnaîtrait lui-même que son influence s'était dissipée entre 1942 et 1943. Bien qu'il conservât encore des titres et un commandement nominal, son autorité effective diminuait de jour en jour. Même au sein du régime, les critiques s'accumulaient. Goebbels le décrivait comme épuisé et peu fiable. Milch, au sein de la Luftwaffe, observait avec frustration son incapacité à organiser une structure aérienne fonctionnelle. La promesse constante de résultats qui n'arrivèrent jamais finit par définir son rôle. Il avait remplacé la réalité par des chiffres falsifiés, et son habitude d'intervenir dans tout sans discernement ne fit qu'aggraver l'effondrement. Les divisions aériennes créées à cette époque n'étaient pas le fruit d'une stratégie, mais du désordre qu'il encourageait lui-même.
Alors que la guerre devenait de plus en plus défavorable pour l'Allemagne, Göring chercha réconfort et légitimité dans une autre dimension du conflit, l'art. Son besoin d'ostentation avait des racines profondes. Depuis sa jeunesse, il associait le prestige au symbole visible du pouvoir. À Carinhal, sa résidence personnelle, il exhibait avec fierté les décorations, les bijoux et les pièces acquises, non seulement comme des objets de valeur, mais comme un témoignage de son ascension personnelle. Lorsqu'il reçut la veuve de son ancien protecteur, il désigna le luxe de son environnement avec une phrase révélatrice. Dommage que le vieux n'ait pas pu voir cela. Son penchant pour la collection n'était pas une simple passion. Dans l'art, il trouvait une forme d'évasion, mais aussi un symbole de pérennité. Ce qu'il ne parvenait pas à accomplir avec la Luftwaffe, il espérait le réaliser avec sa galerie privée. Selon ses propres déclarations à Nuremberg, son objectif était de fonder une pinacothèque nationale à son nom, située sur les terres de Carinhal. En janvier 1945, les plans architecturaux de ce projet ambitieux étaient encore conservés. Pour constituer sa collection, il désigna Walter Andreas Hofer, un marchand d'art berlinois expérimenté, comme agent. Son goût était conservateur. Il admirait Rubens, les maîtres hollandais, et rejetait toute expression moderne, de Gauguin à Picasso. Il partageait avec Hitler un profond mépris pour les avant-gardes. La collection s'agrandit au rythme de l'expansion territoriale du Reich. Le 5 novembre 1940, il signa un ordre classant les œuvres pillées en 4 groupes, réservant pour lui-même celles qui complétaient sa collection personnelle. Jusqu'en juillet 1944, l'inventaire recensait plus de 21 000 pièces. Peintures, tapisseries, meubles et objets décoratifs. Göring déclara qu'il possédait la plus grande collection privée d'Europe et remercia publiquement Alfred Rosenberg pour avoir facilité son expansion. Pour lui, cet héritage visuel était plus durable que n'importe quelle victoire militaire. Une grande partie de ce pillage fut gérée depuis Paris par l'unité chargée de réquisitionner les biens culturels. Göring la défendit publiquement lorsque des rumeurs de trafic illégal émergèrent, et il loua sans réserve la performance de ses membres. Dans une lettre adressée à Rosenberg en mai 1942, il affirma que peu de départements du régime méritaient autant de reconnaissance pour leur constance et leur efficacité. Les acquisitions ne se limitaient pas à l'art. Il y avait aussi des transferts de fonds. En décembre 1940, un rapport interne indiquait que le maréchal avait reçu plus d'1 million de florins pour des achats personnels, avancés par le commandement militaire aux Pays-Bas. Une partie de cette somme fut remboursée via un compte spécial de l'État prussien. Ce financement occulte soutenait une opération qui combinait ambition esthétique et opportunisme politique. Dans une seconde lettre de Rosenberg, datée de juin 1942, il fut suggéré que les œuvres confisquées aux Juifs deviennent le patrimoine du parti. Göring soutint cette proposition avec enthousiasme, convaincu que des pièces de telle valeur devaient consolider le pouvoir symbolique du régime. L'ampleur de ce qui fut confisqué parle d'elle-même. Lorsque les troupes alliées interceptèrent l'un des trains transportant le butin vers l'Allemagne, elles découvrirent une scène débordante. Des peintures réparties dans 40 pièces, des sculptures entassées dans les couloirs, des tapisseries empilées jusqu'au plafond et des caisses remplies de porcelaines et de cadres vides. À ce stade, Göring ne cherchait plus seulement le pouvoir matériel, mais une forme d'éternité construite avec des toiles, du marbre et de l'or. Cela serait, dans sa vision, la dernière tranchée de son héritage. Chute depuis le sommet, rupture, arrestation et effondrement. À mesure que l'étau soviétique se resserrait sur l'Allemagne, Göring restait proche de Hitler, bien que de plus en plus éloigné en termes d'influence. Lors d'une de leurs dernières conversations, il se montra indigné à l'idée d'être écarté du pouvoir. « Seule une ordure complète accepterait une dégradation », déclara-t-il. Dans une autre discussion, il remit en question l'idée que le sacrifice allemand serve à livrer l'Europe de l'Est à Staline. Ils sont entrés en guerre pour nous arrêter dans le Sud, pas pour que l'Est atteigne l'Atlantique. Peu après, il reçut l'un des coups les plus durs sur le plan personnel, l'évacuation de Carinhal. Son refuge luxueux, symbole de son pouvoir et de son ambition, fut vidé puis démoli sur ses propres ordres. En partant, il donna des instructions pour que l'endroit soit dynamité par les ingénieurs, le réduisant en ruine. Simultanément, à Berlin, des figures clés du régime le méprisaient ouvertement.
Goebbels l'accusait d'indifférence face à la souffrance du peuple et critiquait son apparente aisance alors que les villes étaient dévastées. Martin Bormann, de son côté, le considérait comme un obstacle à éliminer et soupçonnait Göring d'attendre le moment opportun pour prendre le pouvoir. Même dans les derniers jours au bunker, son attitude semblait déconnectée. Un témoin le décrivit plongé dans son porte-documents en cuir, le regard perdu. Lors d'une réunion avec le général Galland, il exprima un souhait mélancolique. « Si seulement j'étais plus jeune et plus mince, je me mettrais sous tes ordres juste pour combattre à nouveau comme autrefois. » Le 23 avril, depuis Berchtesgaden, Göring envoya un télégramme à Hitler, citant le décret de 1941 qui le désignait comme successeur. Il lui demandait s'il devait assumer le contrôle du Reich, avertissant qu'en l'absence de réponse avant 10 heures du soir, il agirait de sa propre initiative. Hitler interpréta cela comme une tentative d'usurpation. Il répondit en révoquant le décret et ordonna qu'on lui interdise tout mouvement supplémentaire. Bormann alla plus loin. Il organisa sa destitution formelle, l'accusa de trahison et ordonna son arrestation. Des officiers des SS furent envoyés à Obersalzberg pour l'arrêter, ainsi que ses collaborateurs les plus proches. L'homme qui aspirait à hériter de l'empire de Hitler se retrouva confiné, déchu de son pouvoir et isolé, aux portes de l'effondrement définitif du Troisième Reich. Dans les derniers jours du Reich, Hermann Göring fut témoin de son effondrement politique et personnel. Après avoir reçu le refus de Hitler à son télégramme du 23 avril, dans lequel il invoquait son droit à assumer le leadership conformément au décret de 1941, le chalet de Göring à Obersalzberg fut encerclé par la SS avant 19 heures. Peu après, des officiers armés pénétrèrent dans l'enceinte et l'arrêtèrent sans violence. Ils lui interdirent de voir sa femme et sa fille, l'isolèrent dans une chambre et transformèrent sa maison en une prison improvisée. Son chef d'état-major, Koller, fut arrêté peu après, sans explication claire sur les accusations. Hitler interpréta le télégramme comme un acte de trahison. « Un ultimatum !» s'écria-t-il devant Greim. Le 26 avril, Obersalzberg fut bombardé. Göring, sa famille et ses escortes parvinrent à peine à se réfugier dans un bunker dépourvu de conditions sanitaires. 4 jours plus tard, Hitler signa son testament politique. Il expulsa Göring du parti, annula le décret de succession et l'accusa aux côtés de Himmler de négocier avec l'ennemi dans le dos du leadership. Dönitz fut nommé président du Reich. Depuis le bunker, Bormann ordonna son arrestation pour haute trahison. Dans un message daté du 1er mai, il appela à éliminer les traîtres du 23 avril, si Berlin tombait. Mais Göring, enfermé à Motterndorf, réussit à attirer une unité de la Luftwaffe. Lorsqu'elle passa à proximité, il sortit et ordonna qu'on le libère. Il n'y eut aucune opposition. « Ce fut l'un des moments les plus beaux de ma vie », dirait-il plus tard, se rappelant comment il fut salué avec les honneurs. Le 6 mai, désormais libre, il envoya une lettre à Dönitz dénonçant les intrigues de Bormann et demandant à participer aux négociations avec Eisenhower, de maréchal à maréchal. Il fut arrêté le lendemain près de Rastatt par des troupes américaines. À Fischhorn, il se montra détendu, racontant des anecdotes aux soldats. Quelques jours plus tard, à Kitzbühel, il fut photographié riant aux côtés d'officiers américains, un verre à la main, devant le drapeau texan auquel il avait rendu son commandement. À Augsbourg, le 11 mai, il déclara que son initiative d'assumer le contrôle n'avait pas été comprise par Hitler. Selon lui, il n'avait fait que respecter ce qui était stipulé. Le héros de la Luftwaffe devenait enfin prisonnier du crépuscule nazi. Le dernier jugement, Göring face au tribunal de l'histoire. Après sa capture, Göring fut transféré le 21 mai à l'ancien palace hôtel de Mondorf, rebaptisé Ashkan par les Américains. Logé entre des murs dépouillés de tout luxe, il fut soumis à une routine médicale stricte. Son addiction à la paracodéine, qui l'avait accompagné pendant des années, était incompatible avec les nouvelles conditions. Il arriva sur place avec un poids excessif et 2 valises remplies de comprimés. Selon les médecins, sa consommation quotidienne était 20 fois supérieure à la dose normale. Sous surveillance, son traitement consista à réduire progressivement la quantité de comprimés jusqu'à éliminer complètement sa dépendance.
Parallèlement, son régime alimentaire et physique lui permit de perdre plus de 25 kilos avant d'être envoyé à Nuremberg en septembre. À Ashkan, son ancien assistant Robert Kropp tenta de continuer à le servir. Göring, conscient de sa nouvelle condition de prisonnier ordinaire, lui confia avoir conservé une capsule de poison, héritage direct du mandat de Hitler. Peu après, Kropp fut séparé de lui et Göring fut placé sous la garde d'un prisonnier allemand désigné comme aide. Malgré l'environnement, l'ancien maréchal fit preuve d'une attitude étonnamment coopérative. Il reçut des figures comme Yvonne Kirkpatrick, avec qui il débattit de questions stratégiques, regrettant que Hitler n'ait pas suivi sa proposition de prendre Gibraltar via l'Espagne. Il soutint également que la défaite aérienne au Royaume-Uni avait marqué le véritable tournant de la guerre. Le docteur Douglas Kelley, psychiatre militaire, observa chez lui un narcissisme physique extrême. Göring prenait soin de sa peau avec des lotions, portait des sous-vêtements en soie et arborait des bagues ornées de pierres précieuses qu'il assortissait selon le jour. Ces objets personnels, en or et incrustés de pierres, révélaient une obsession pour son image, même en captivité. Malgré tout, sa principale préoccupation n'était pas la condamnation, mais son héritage. Il affirmait ne pas être coupable de crimes, mais défenseur du Reich. « Oui, je sais qu'ils vont me pendre, » dit-il un jour, « mais dans l'avenir, il y aura des statues de moi dans toute l'Allemagne. » Lors de son témoignage à Nuremberg, Hermann Göring ne nia pas sa responsabilité au sein du régime. Au contraire, il la revendiqua avec force. Il affirma avoir consacré tous ses efforts à consolider le pouvoir du Parti national-socialiste et à assurer le leadership de Hitler en tant que chef de l'État. Selon ses propres mots, il avait travaillé sans relâche pour placer le Führer à la place qui lui revenait. Concernant la purge de 1934, connue sous le nom de « Nuit des longs couteaux », Göring reconnut son rôle dans les exécutions et assura avoir agi par devoir, convaincu que la situation était déjà hors de contrôle. Des années plus tard, il continuait de croire qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il assuma également la responsabilité des lois antisémites portant sa signature, en particulier les lois de Nuremberg. Il soutint que les ordres venaient de Hitler, mais qu'il les avait lui-même rédigés et promulgués, et qu'il n'avait pas l'intention de se cacher derrière la figure du Führer. Il défendit en outre le principe d'une autorité verticale comme seul modèle possible pour l'Allemagne, réaffirmant sa fidélité au Führerprinzip. À propos des abus commis par la Gestapo, il reconnut qu'ils avaient eu lieu alors qu'il était encore directement lié à la police secrète. Il assura que des sanctions avaient été appliquées à l'époque, mais admit aussi que seuls les cas révélés au grand jour étaient punis. Göring justifia l'élimination des partis d'opposition par une phrase cinglante « Nous en avions assez de l'opposition ». Il insista sur le fait que la structure du pouvoir devait être concentrée pour reconstruire le pays. Et bien qu'il ait été en désaccord avec Hitler sur certaines décisions stratégiques, comme l'invasion de l'URSS, il affirma n'avoir jamais envisagé de l'abandonner. Il avait donné sa parole, et pour lui, cela était irrévocable. Même dans sa chute, Göring se présenta comme le deuxième homme du Reich, convaincu que l'histoire le jugerait un jour avec bienveillance. Dans les derniers jours du procès, il tenta de façonner son image comme celle d'un patriote incompris. Il prétendit avoir cherché une solution pacifique au conflit avec la Pologne, assurant que son intention n'était ni d'isoler Varsovie ni de tromper Londres, mais de parvenir à un accord semblable à celui de Munich. Cependant, le témoignage de Birger Dalerus le contredit catégoriquement. Il affirma que s'il avait su ce qui fut révélé par la suite, il n'aurait jamais cru possible d'éviter la guerre. Lors des interrogatoires, Göring conserva une attitude provocante. Le procureur Jackson souligna publiquement son arrogance, lui rappelant qu'il recevait un procès qu'il n'avait jamais accordé à ses victimes. Face aux événements du pogrom de 1938, il tenta d'en minimiser l'importance, justifiant ses déclarations comme une réaction impulsive aux dommages matériels causés. Interrogé sur le massacre des aviateurs évadés du camp Stalag Luft 3, il nia toute participation ou connaissance. Il déclara également n'avoir pas été au courant de l'extermination systématique des Juifs, affirmant que même Hitler en ignorait l'ampleur. Concernant l'accusation d'esclavage, il reconnut l'existence du travail forcé, mais rejeta le terme d'esclavage. Dans sa déclaration finale, il insista sur le fait qu'il n'avait pas voulu la guerre, qu'il avait lutté pour la victoire uniquement par amour pour son peuple. Il conclut en réaffirmant sa loyauté au Führer, même dans les mauvais moments, quand il est bien plus difficile de tenir un serment. Après avoir entendu sa sentence à Nuremberg,
Hermann Göring n'était plus le haut dignitaire nazi arrogant qui avait dominé la scène politique et militaire du Troisième Reich. Condamné pour crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité, le tribunal le désigna comme le principal instigateur de la guerre après Hitler. Il fut déclaré coupable d'avoir dirigé des programmes de travail forcés, réprimé des minorités et utilisé le pouvoir de l'État pour consolider une dictature fondée sur la terreur. Sa culpabilité, dit la sentence, est unique par son énormité. Il n'y a aucune excuse pour cet homme. Lorsque le verdict fut lu, Göring resta immobile. En entendant la phrase « mort par pendaison », il laissa tomber ses écouteurs sans dire un mot et quitta la salle. De retour dans sa cellule, il prononça un seul mot « mort ». Puis ses mains se mirent à trembler, il prit un livre pour se calmer et demanda à rester seul. Dans les jours suivants, il écrivit une dernière lettre à sa femme Amy. Il la remercia pour l'amour reçu, lui demanda de veiller sur leur fille et conclut par un adieu affectueux. Il sollicita également d'être fusillé plutôt que pendu, invoquant sa condition de militaire. La requête fut rejetée. La nuit du 15 octobre 1946, Göring se suicida dans sa cellule avec une capsule de poison qu'il avait réussi à dissimuler. Il fut retrouvé peu avant 11 heures du soir, en proie à des convulsions. Son corps fut incinéré avec celui d'autres dignitaires condamnés et les cendres furent dispersées. Il n'y eut aucune cérémonie. Seulement la clôture d'un processus judiciaire qui, pour la première fois dans l'histoire du XXe siècle, tint pénalement responsables les dirigeants d'un État pour des crimes internationaux.